Je m'appelle Opel, j'ai 27 ans, et il y a 3 semaines, j'ai vu ma propre mère pleurer dans une salle d'audience. Non pas parce qu'elle était désolée de ce qui m'était arrivé, mais parce qu'une juge lui a posé une question à laquelle elle ne pouvait pas répondre. Ma sœur a usurpé mon identité. Elle a ouvert cette carte de crédit à mon nom. Elle a accumulé 78 000 $ de dettes pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour économiser en vue de mon premier appartement. Et quand je l'ai découvert, mes parents m'ont dit de lui pardonner. C'est la famille, ont-ils dit. Tu peux rembourser petit à petit. Alors, j'ai déposé une plainte, et lors de la comparution initiale de ma sœur, mes parents sont venus témoigner contre moi. Ils m'ont qualifié de vindicative. Ils m'ont traité de sans cœur. Ils ont supplié la juge de laisser ma sœur partir. La juge a écouté. Puis elle a posé une question, une seule. Avant que je vous dise quelle était cette question, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Et laissez un commentaire. D'où me regardez-vous? Et quelle heure est-il chez vous? Maintenant, laissez-moi vous ramener 4 semaines en arrière, au matin où mon téléphone a vibré avec une notification qui allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur ma famille. J'ai toujours été doué avec les chiffres. C'est pour ça que je suis devenu comptable dans un cabinet financier de taille moyenne à Phoenix. C'est pour ça que je suis chaque dollar, chaque achat, chaque centime qui quitte mon compte courant. Et c'est pour ça qu'à 27 ans, j'avais une cote de crédit de 780 et un apport économisé pour mon premier appartement. Mon studio était petit, 400 pieds carrés de moquette beige et une fenêtre donnant sur un parking, mais il était à moi. Payé avec mon propre argent. Sans l'aide de personne. Ça a toujours été comme ça. En grandissant, j'étais l'enfant facile. Ma sœur aînée, Brianna, avait besoin d'attention, besoin d'être rassurée, besoin d'aide. Elle a 4 ans de plus que moi, et pourtant, c'est toujours elle qui a inquiété nos parents. Brianna est sensible, disait maman. Elle ressent les choses plus profondément que toi, Opal. J'ai appris très tôt que demander quelque chose, c'était prendre à Brianna. Alors, j'ai arrêté de demander. J'ai payé mes études toute seule. Bourse, petit boulot, nouilles ramen pour dîner 3 soirs par semaine. Brianna? Papa et maman ont payé ses frais de scolarité, son appartement, son assurance auto jusqu'à ses 25 ans. Je ne me suis jamais plainte. À quoi bon? Tu es si indépendante, m'a dit papa une fois, comme si c'était un compliment, comme si j'avais choisi cette voie au lieu d'y être contrainte. Ce que j'ignorais alors, c'est que mon indépendance faisait de moi la cible parfaite. Je ne savais pas que mon silence, mon autonomie, ma capacité infinie à gérer les choses seule, que tout cela avait été noté, catalogué, et utilisé comme une arme contre moi. Mais je m'emballe. Il y a 4 semaines, je croyais encore que la famille signifiait quelque chose, que les liens du sang étaient plus forts que la trahison. J'étais sur le point d'apprendre à quel point j'avais tort. 2 mois avant que tout ne s'effondre, nous avons eu un dîner de famille chez mes parents. C'était l'idée de Brianna. Elle avait posté sur Instagram à quel point il était important de renouer avec la famille, et maman avait adoré. J'ai conduit 45 minutes après le travail pour être là. J'ai apporté une bouteille de vin, mis la table sans qu'on me le demande. Quand Brianna est arrivée, en retard bien sûr, maman a pratiquement couru pour la serrer dans ses bras. Oh mon Dieu, c'est un nouveau sac? Les yeux de maman se sont illuminés devant le sac de créateur de Brianna. Je l'ai reconnu. Un Coach? Il devait valoir au moins 500 $. Chérie, tu ne devrais pas dépenser comme ça si tu as des difficultés. Brianna a simplement souri, rejetant ses cheveux blonds par-dessus son épaule. Ne t'inquiète pas, maman. Je gère. Personne ne m'a demandé d'où venait mon sac. Personne ne m'a rien demandé. Pendant le dîner, la conversation tournait autour de Brianna, son travail à la boutique, son nouvel appartement, sa vie amoureuse. Maman s'est penchée vers elle, inquiète. As-tu assez pour le loyer ce mois-ci, ma chérie? J'ai essayé d'intervenir une fois. En fait, j'économise pour un apport pour un appartement. Je devrais être prête à acheter dans quelques mois. Maman a hoché la tête distraitement. C'est bien, ma chérie. Opal, peux-tu débarrasser les assiettes? Plus tard, Brianna m'a coincé dans la cuisine. Et, je peux emprunter ton ordinateur portable vite fait? J'ai besoin de vérifier mes emails.
Mon téléphone est presque mort. Bien sûr. Je le lui ai donné sans réfléchir. Elle a disparu dans le salon pendant 20 minutes. Je n'y ai rien vu de mal. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma sœur. J'ignorais qu'elle parcourait mes documents sauvegardés, mon stockage en ligne, le dossier que j'avais bêtement intitulé « Documents importants ». J'ignorais que ce dîner était une mission de reconnaissance, mais j'allais bientôt le découvrir. Je devrais vous parler de l'époque où Brianna et moi vivions ensemble, il y a 3 ans, juste après mon diplôme. Elle avait besoin d'une colocataire. J'avais besoin d'un loyer pas cher. C'était logique. Pendant 8 mois, nous avons partagé un 2 pièces à Tampes. Et parce que c'était ma sœur, parce que je lui faisais entièrement confiance, je ne cachais jamais rien. Elle voyait mon courrier, mes relevés bancaires, ma carte de sécurité sociale quand je remplissais des papiers pour mon nouveau travail. « C'est quoi ton numéro de sécu ?» avait-elle demandé une fois, nonchalamment, alors que je triais des documents sur le canapé. Pourquoi? Je mets à jour les contacts d'urgence sur mon forfait téléphonique. Je veux t'ajouter. J'ai récité les 9 chiffres sans hésiter. C'est ma sœur, ai-je pensé. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Usurper mon identité? Il y a eu d'autres moments aussi. Des petits détails. Facile à oublier. Et, c'était quoi notre ancienne adresse? Celle sur 1000 avenue. J'en ai besoin pour une vérification d'antécédents. C'est quoi le nom de jeune fille de maman, déjà? J'oublie tout le temps. C'est quand ton anniversaire? Je veux t'envoyer quelque chose. J'ai répondu à chaque question, donné chaque information qu'elle demandait, parce que c'est ce que la famille fait, n'est-ce pas? On ne garde pas de secret avec les siens. Je lui construisais une clé, pièce par pièce, sans même savoir qu'il y avait une serrure. 3 ans plus tard, j'étais sur le point de découvrir exactement ce qu'elle avait fait de tous ces petits détails, de toutes ces questions innocentes. Mon téléphone allait vibrer. Une notification allait apparaître. Et toute ma vie allait s'effondrer comme un château de cartes, bâti sur le mensonge que ma sœur ne me ferait jamais de mal. Il était 7h42 du matin, un mardi. La notification est apparue pendant que je me brossais les dents. Alerte code de crédit, votre score a changé. J'ai failli l'ignorer. Ma cote de crédit ne changeait jamais. Je payais tout à temps, je maintenais mon utilisation de crédit basse, je faisais toutes ces choses ennuyeuses et responsables pour lesquelles personne ne vous remercie. Mais quelque chose m'a poussé à cliquer. Le chiffre qui s'est affiché m'a fait lâcher ma brosse à dents. 412. Ce n'était pas possible. Il y a 3 mois, j'étais à 780. On ne perd pas 368 points pour un paiement en retard ou une demande de crédit. Une telle chute signifie quelque chose de catastrophique. Mes mains tremblaient quand j'ai consulté mon rapport de crédit complet. Cette carte de crédit que je n'avais jamais ouverte. 2 prêts personnels que je n'avais jamais demandés. Tout à mon nom. Tout au maximum ou en défaut de paiement. Dette totale, 78 047 $. Je me suis assise sur le rebord de ma baignoire car mes jambes ne me portaient plus. Capital One. Discover. Chase. American Express. Des noms que je reconnaissais, des comptes que je n'avais jamais vus. Le plus ancien avait été ouvert il y a 18 mois. J'ai appelé le premier numéro que j'ai pu trouver. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai jamais ouvert de carte Capital One de ma vie. Le silence à l'autre bout du fil a duré trop longtemps. Madame, nous voyons cette compte sous votre numéro de sécurité sociale, tous en règle jusqu'à il y a 2 mois. Voulez-vous que je vous lise les adresses de facturation enregistrées? Oui. Elle a lu une adresse, celle de mes parents. La pièce s'est mise à tourner. Madame, vous êtes toujours là. J'étais là. Mais la personne que j'étais 5 minutes plus tôt, celle qui croyait en sa famille, elle, avait déjà disparu. 5 ans. C'est le temps que j'avais passé à économiser pour un apport. 5 ans de semaine de 60 heures. 5 ans à dire non aux vacances, non aux concerts, non aux petits luxes qui rendent la vie moins semblable à de la survie. J'avais été préapprouvé pour un prêt immobilier la semaine dernière. L'agent immobilier m'avait déjà envoyé 3 annonces. L'une avait un balcon, un vrai balcon, pas une issue de secours sur laquelle quelqu'un a posé une plante. Je l'ai appelé cet après-midi-là.
Sa voix est passée de chaleureuse à gênée en quelques secondes. Opal, je ne sais pas comment vous dire ça. Le prêteur a consulté votre rapport de crédit mis à jour ce matin. Ils ont annulé la préapprobation. Il y a eu une erreur. Je suis en train de la corriger. Je suis désolé. Il ne travaille pas avec un score inférieur à 620. Et le vôtre est de 412. Silence. Je suis vraiment désolé, Opal. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. L'appartement avec le balcon s'était envolé. L'avenir que j'avais construit, brique par brique, s'était effondré en une nuit. Non pas parce que j'avais fait une erreur, non pas parce que j'étais irresponsable. Parce que quelqu'un avait décidé que mon avenir lui appartenait. J'ai consulté les relevés de cartes de crédit en ligne, ceux auxquels je pouvais accéder après assez de questions de sécurité et de temps d'attente. Les transactions dépeignaient un tableau. Nordstrom. Sephora. Un complexe hôtelier à Sedona. Un billet d'avion en première classe pour Las Vegas. Un week-end spa à Scottsdale. 18 mois de luxe. Quelqu'un avait très bien vécu en mon nom. Et chaque charge, chaque facture, chaque défaut de paiement, tout remontait à une seule adresse IP, celle de la maison de mes parents. Je savais qui vivait là. Je savais qui avait toujours besoin d'argent. Je savais qui m'avait demandé mon numéro de sécurité sociale il y a 3 ans. Mais je ne voulais toujours pas y croire. J'ai passé cette nuit sur mon ordinateur portable, à recouper chaque transaction avec chaque preuve que je pouvais trouver. La chronologie était accablante. Un achat chez Nordstrom le 15 mars. Le post Instagram de Brianna le lendemain, un nouveau pull en cachemire. Se faire plaisir. Une réservation dans un hôtel à Sedona en juin. Ses stories de ce week-end, champagne au bord de la piscine, vue sur le canyon. La vie de rêve. Elle n'avait même pas essayé de se cacher. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle ne s'attendait pas à ce que je le découvre. Mais la transaction qui a brisé quelque chose en moi datait du 23 septembre, mon anniversaire. Un achat de 3200 $ au magasin Gucci de Scottsdale. J'ai fait défiler l'Instagram de Brianna jusqu'à ce que je le trouve. Une photo du 24 septembre. Son nouveau sac de créateur brillant sous le soleil de l'Arizona. Parfois, il faut juste se faire plaisir, disait la légende. Emoji cœur. Emoji sac de shopping. La vie de rêve. Elle s'était acheté un sac Gucci le jour de mon anniversaire avec de l'argent lié à mon nom. De l'argent dont je serais légalement responsable. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking de mon appartement pendant 1 heure. Le moteur était éteint. Les fenêtres étaient fermées. La chaleur de l'Arizona était étouffante, mais je ne pouvais pas bouger. Une partie de moi voulait avoir tort. Une partie de moi cherchait déjà des excuses. Peut-être qu'elle était désespérée. Peut-être qu'elle comptait rembourser. Peut-être que c'était un malentendu dont je rirais plus tard. L'autre partie regardait ce sac Gucci et ressentait quelque chose que je n'avais jamais ressenti envers ma sœur auparavant, de la rage. J'avais 2 choix, prétendre que je n'avais rien vu et payer pour le style de vie de ma sœur pendant la prochaine décennie, ou passer l'appel qui déchirerait ma famille. J'ai démarré la voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. La voiture de Brianna était dans l'allée quand je suis arrivé. Évidemment. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé, celle que maman insistait pour que je garde en cas d'urgence. Cela ressemblait à une urgence. Elle était dans le salon, faisant défiler son téléphone sur le canapé que j'avais aidé mes parents à choisir 3 Noëls auparavant. Elle a levé les yeux quand je suis entré, surprise mais pas alarmée. Opal? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne me suis pas assise, je n'ai pas enlevé mes chaussures, je suis juste resté dans l'embrasure de la porte et j'ai posé la question qui me brûlait la poitrine depuis 6 heures. Brianna, as-tu ouvert des cartes de crédit à mon nom? Son visage a traversé 3 expressions en 2 secondes, la confusion, la reconnaissance, puis une innocence calculée. Quoi? C'est insensé. Pourquoi ferais-je ça? L'adresse IP est celle de cette maison. L'adresse de facturation est celle de cette maison. Les achats correspondent à tes posts Instagram. Elle a cligné des yeux, a posé son téléphone, s'est levée lentement. Ok, d'accord. Sa voix a changé, plus dure maintenant, sur la défensive. Mais j'allais rembourser. 78 000 $?
Tu ne comprends pas à quel point les choses ont été difficiles pour moi. Tu as acheté un sac Gucci le jour de mon anniversaire. Tu as un emploi stable. Moi, je n'ai rien. Tu aurais pu m'aider, mais tu ne l'as jamais proposé. Je la fixais. Cette femme avec qui j'avais partagé une chambre d'enfant, partagé des secrets, que j'avais défendu auprès d'amis qui la trouvaient égoïste. Je n'ai pas proposé parce que tu n'as pas demandé. Tu as juste pris. Ce n'est pas voler si c'est la famille. J'ai entendu des pas derrière moi. La voix de maman, vive d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Brianna? Pourquoi cries-tu? Et c'est là que la véritable confrontation a commencé. Maman est entrée dans la pièce avec son tablier de jardinage, encore de la terre sur ses gants. Papa a suivi quelques pas derrière, prudent comme toujours. C'est quoi tout ce bruit? Brianna pleurait déjà. Je n'avais pas vu le changement s'opérer, mais il était là, des larmes coulant sur son visage, sa voix tremblant comme celle d'un enfant. Opal m'accuse de voler. Je n'accuse pas. J'énonce des faits. Maman s'est tournée vers moi, son expression se durcissant déjà. Opal, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai tout expliqué. Les cartes de crédit, les prêts, les 78 000 $, l'adresse IP, les transactions qui correspondaient au style de vie de Brianna comme les pièces d'un puzzle. Maman a écouté. Puis elle a regardé Brianna. Brianna, est-ce que c'est vrai? Un sanglot, un hochement de tête. Je m'attendais à l'indignation, au choc, au comment as-tu pu? Au lieu de ça, maman s'est retournée vers moi. Ne peux-tu pas simplement l'aider à régler ça discrètement? Les mots m'ont frappé comme une gifle. Maman, elle a usurpé mon identité. Elle n'a rien volé. Elle a emprunté. Sans ma permission pendant 18 mois. C'est ta sœur. Elle a ruiné mon crédit. J'ai perdu mon appartement. Le crédit peut être réparé. Il y aura d'autres appartements. J'ai regardé papa. Il se tenait dans le coin, les bras croisés, fixant un poing sur le mur quelque part au-dessus de ma tête. Papa? Il a tressailli, n'a pas croisé mon regard. Ta mère a raison, Opal. Nous devrions gérer ça en famille. Inutile d'en faire toute une histoire. Brianna reniflait sur le canapé. Maman est allée s'asseoir à côté d'elle, lui frottant le dos. Je me tenais seul dans le salon de mes parents, les regardant réconforter ma sœur, la voleuse, celle qui avait passé 18 mois à vivre sur mon dos. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment fait partie de cette famille. J'ai tenté une dernière fois. Je me le devais. Très bien, ai-je dit. Vous ne voulez pas que j'aille à la police? Alors, aidez-moi à régler ça. Maman leva les yeux de Brianna qu'elle réconfortait. Comment? Un plan de paiement. Toi, papa, et Brianna, vous signez quelque chose d'officiel. Un accord de remboursement. On le fait certifier par un notaire. Brianna rembourse l'argent au fil du temps. Je ne porte pas plainte. C'était plus que juste. C'était généreux. Nous n'avons pas ce genre d'argent, a dit maman. Je ne demande pas une somme forfaitaire. Je demande une prise de responsabilité. Les larmes de Brianna s'étaient arrêtées. Elle me regardait maintenant avec quelque chose de froid dans les yeux. Je ne peux rien signer de légal, a-t-elle dit. Et si je ne peux pas faire les paiements? Tu me poursuivrais en justice? Tu me dois déjà 78 000 $. J'essaie d'éviter les tribunaux. Silence. Papa a changé de pied. Les mains de maman se sont immobilisées sur le dos de Brianna. Donc, votre solution, ai-je dit lentement, c'est que je paie pour les crimes de Brianna de ma propre poche pendant la prochaine décennie. Maman a soupiré comme si j'étais dramatique. Tu trouveras une solution, Opal. Tu y arrives toujours. Ces 6 mots, tu trouveras une solution. Tu y arrives toujours. Le mantra de toute mon enfance, l'excuse qu'ils avaient utilisée chaque fois qu'ils choisissaient Brianna plutôt que moi. La raison pour laquelle j'avais passé ma vie à être autonome, parce que je savais, même enfant, que personne ne viendrait me sauver. J'ai regardé ma mère, mon père qui ne voulait toujours pas croiser mon regard, et ma sœur, qui consultait déjà son téléphone comme si cette conversation l'ennuyait, et j'ai pris ma décision. Vous avez raison, ai-je dit en ramassant mes clés. Je trouverai une solution. Mais pas de la manière que vous souhaitez.
Je suis sorti sans me retourner. Ok, laissez-moi faire une pause ici une seconde. Je veux vous demander quelque chose, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans le salon de mes parents, réalisant que personne n'allait m'aider. Qu'auriez-vous fait? Seriez-vous parti en acceptant de payer la dette vous-même pour préserver la paix? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait ensuite? Laissez votre réponse dans les commentaires. A pour préserver la paix ou B pour passer à l'action. Et si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur le bouton d'abonnement, car ce qui suit, même moi, je ne l'avais pas vu venir. Le lendemain matin, j'ai tout raconté à Marcus. Marcus Reeves travaillait à 2 bureaux du mien. Le droit des sociétés n'était pas sa spécialité, il s'occupait principalement de contrats et de conformité, mais il avait son diplôme d'avocat. Et à ce moment-là, il était ce que j'avais de plus proche d'un conseiller juridique. Nous nous sommes assis dans la salle de pause pendant le déjeuner. J'ai tout déballé, les cartes de crédit, les prêts, la réunion de famille, le refus de mes parents de m'aider. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a posé son café. Opal, ce n'est pas un conflit familial. C'est une usurpation d'identité. Un crime fédéral. Je sais. Elle pourrait risquer jusqu'à 15 ans. Mon estomac s'est noué. 15 ans? C'est le maximum. En réalité, pour une première infraction, elle obtiendrait probablement une probation et une restitution. Mais tu as tout à fait le droit de porter plainte. C'est ma sœur. Et elle t'a traité comme un distributeur automatique. Il s'est penché en avant. J'ai déjà vu ça. Les gens qui volent leur famille comptent sur une chose, que la famille ne les dénoncera pas. Dès que tu déposes cette plainte, tu leur retires ce pouvoir. Et si je me trompe? Et s'il y a une explication? Y en a-t-il une? J'ai pensé à l'adresse IP, à l'adresse de facturation, au post Instagram, au sac Gucci acheté le jour de mon anniversaire. Non. Alors tu ne te trompes pas. Il a sorti son téléphone, a tapé quelque chose, et l'a glissé sur la table. Département de police de Phoenix, unité des crimes financiers. Et tu voudras aussi déposer une plainte auprès de la FTC. Il s'occupe de l'usurpation d'identité. J'ai fixé le numéro. Tout ce dont tu as besoin est déjà par écrit, a dit Marcus. Les rapports de crédit, l'adresse IP, l'historique des transactions. La police obtiendra le reste par assignation. Tu n'as rien à prouver toi-même. J'ai enregistré le numéro. Je ne l'ai pas appelé ce jour-là, mais je ne l'ai pas non plus supprimé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de faire défiler d'anciennes conversations par texto avec Brianna. Des années de messages, vœux d'anniversaire, même, nouvelles aléatoires sur tout et rien. Et puis, j'ai commencé à remarquer des schémas. Il y a 3 ans, juste après que nous ayons cessé d'être colocataires, et, c'est quoi ton ancienne adresse? Celle sur 1000 avenue. J'en ai besoin pour une vérification d'antécédents. Je l'avais envoyé sans poser de questions. Il y a 2 ans et demi, tu te souviens du nom de jeune fille de maman? J'ai oublié et j'en ai besoin pour un formulaire. J'avais répondu, Williams. Pourquoi? Juste un truc de banque. Merci, sœurette. Il y a 2 ans, c'est quand ton anniversaire, déjà? Je veux t'envoyer quelque chose. Elle connaissait mon anniversaire. Elle avait assisté à 25 d'entre eux. Mais je l'avais quand même tapé, 23 septembre. Et puis, il y a 18 mois, une semaine avant l'ouverture de la première carte de crédit frauduleuse, et, tu peux m'envoyer ton numéro de sécu? Je veux t'ajouter au forfait téléphonique familial. J'ai fait défiler jusqu'à ma réponse. 9 chiffres envoyés avec un emoji cœur. Voilà. Merci de m'ajouter. C'était là, noir sur blanc. Le moment où j'ai tendu à ma sœur la clé de toute mon identité financière sans même m'en rendre compte. Question de sécurité, adresse précédente, nom de jeune fille de ma mère, numéro de sécurité sociale. Elle avait collecté des morceaux de moi pendant des années. Patiemment, méthodiquement, attendant le moment où elle en aurait besoin. J'ai fixé ce message pendant 20 minutes. C'est moi qui l'avais envoyé. Moi. J'ai donné mon numéro de sécurité sociale parce qu'elle l'a demandé gentiment et que je lui faisais confiance. Comment porte-t-on plainte contre quelqu'un pour avoir utilisé exactement ce que vous lui avez donné? On le fait parce que ce qu'ils en ont fait était un crime.
J'ai pris mon téléphone et composé le numéro que Marcus m'avait donné. L'unité des crimes financiers était plus petite que je ne l'imaginais. 3 bureaux, des néons, une fontaine à eau qui gargouillait dans un coin. La détective Angela Ford avait la petite quarantaine, des cheveux courts parsemés de gris et le genre de regard fatigué de quelqu'un qui avait vu trop de cas comme celui-ci. Elle a écouté pendant que je lui expliquais tout, le rapport de crédit, les transactions, les textos, la réunion de famille. Quand j'ai fini, elle a hoché la tête lentement. C'est un cas clair, mademoiselle Carter. Nous allons ouvrir une enquête. Combien de temps cela prendra-t-il? Quelques semaines pour rassembler les preuves. Nous allons assigner les dossiers, tracer les adresses IP, vérifier les signatures sur les demandes. Elle m'a regardé. Êtes-vous prête pour la suite? Que voulez-vous dire? Je veux dire que votre sœur sera arrêtée. Elle sera inculpée. Cela ira au tribunal. Elle a fait une pause. Les affaires de famille sont difficiles. Les gens changent d'avis. Ils ne veulent pas témoigner. Je ne changerai pas d'avis. Je l'espère. Elle m'a tendu une carte. Appelez-moi si quelque chose se passe. Et mademoiselle Carter? Vous avez fait ce qu'il fallait. Je suis sorti du poste de police en me sentant à la fois plus légère et plus lourde. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents. Je leur devais bien ça. J'ai déposé une plainte aujourd'hui, ai-je dit, contre Brianna. Le silence a duré 3 secondes. Puis maman a explosé. Tu as fait quoi? Je n'avais pas le choix. Tu envoies ta sœur en prison. Je signale un crime. C'est la famille. Elle m'a volé 78 000 $. On ne t'a pas élevé comme ça. Vous m'avez élevé pour que je me fasse exploiter. La voix de maman est devenue glaciale. Si tu ne retires pas ces accusations, Opel, tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. La ligne a été coupée. Je suis resté assise dans ma voiture et j'ai pleuré pour la première fois en 4 ans. 3 jours plus tard, j'ai reçu un texto de papa. Réunion de famille dimanche 14 h. S'il te plaît, viens. J'ai failli ne pas y aller, mais une partie de moi, la partie stupide et pleine d'espoir qui croyait encore à la rédemption, a pensé qu'ils avaient peut-être changé d'avis. Peut-être qu'ils avaient réalisé à quel point ils avaient eu tort. J'avais tort de croire que je pouvais avoir tort. Quand je suis entré dans le salon de mes parents, ce n'était pas seulement maman, papa et Brianna qui m'attendaient. Tante Carole était là. Oncle Pete. Grand-mère June dans son fauteuil roulant, les lèvres pincées de désapprobation. Même mon cousin Derek, que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Un tribunal. C'est ce que c'était. Assieds-toi, Opel, a dit maman. Sa voix était de glace. Je suis resté debout. Maman s'est levée du canapé. Opal doit expliquer à tout le monde pourquoi elle essaie de détruire cette famille. Tante Carole a parlé la première. Brianna a fait une erreur, Opel. Nous faisons tous des erreurs. Oncle Pete, tu vas gâcher sa vie pour de l'argent. L'argent, ça se remplace. Grand-mère June, secouant la tête, de mon temps, les familles réglaient leurs problèmes en privé. C'est honteux. J'ai regardé autour de moi. 12 personnes, pas une seule de mon côté. Brianna était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, des larmes coulant sur son visage, la main de maman sur son épaule. La victime. La fragile. La fille qui méritait d'être protégée. Regarde-la, a dit maman. Regarde ce que tu fais à ta sœur. Je l'ai regardée. J'ai vu une femme de 31 ans qui avait passé 18 mois à me voler sans une seconde d'hésitation. Qui avait acheté des sacs de créateurs, des week-ends au spa et des vols en première classe pendant que je travaillais 60 heures par semaine. Je ne détruis pas cette famille, ai-je dit. C'est Brianna qui l'a fait il y a 18 mois, quand elle a décidé que mon identité lui appartenait. Je suis juste celle qui l'a découvert. Personne n'a répondu. Papa a finalement parlé. Il était resté silencieux dans le coin, les bras croisés, fixant le sol. Opal. Sa voix s'est brisée. Ne peux-tu pas simplement laisser tomber ça, pour moi? Pour lui? Pas pour la justice. Pas pour ce qui est juste. Pour lui. Pour qu'il n'ait pas à supporter l'inconfort d'avoir une fille qui a commis un crime et une autre qui refuse d'être une victime. Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des années.
Il semblait plus petit que dans mon souvenir, plus vieux, brisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec moi. Non, papa. Je ne peux pas. Maman s'est levée. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Si tu franchis cette porte, Opel, ne reviens pas. La pièce retenait son souffle. 12 paires d'yeux fixés sur moi, attendant. J'ai pris mon sac, me suis dirigé vers la porte. Puis je me suis retourné une dernière fois. J'ai passé toute ma vie à être la fille qui n'avait besoin de rien. Celle qui se débrouillait seule. Celle qui ne demandait jamais d'aide parce que je savais qu'elle ne viendrait pas. Et j'ai accepté ça. Ma voix était stable, plus calme que je ne le sentais. Mais je n'accepterai pas de payer pour un crime que je n'ai pas commis, juste parce que la criminelle porte le même nom de famille que moi. J'ai ouvert la porte, je l'ai franchie. Derrière moi, j'ai entendu maman se mettre à pleurer. Pas les petits reniflements qu'elle avait eus pour Brianna. C'étaient des sanglots laids. Le son de quelqu'un qui perd le contrôle d'une histoire qu'elle écrivait depuis 30 ans. J'ai continué à marcher. J'ignorais que ce serait la dernière fois que je verrais ma famille avant le tribunal. Et je ne savais certainement pas qu'ils préparaient déjà leur prochain coup. 3 semaines de silence. Pas d'appel de maman, pas de texto de papa. Brianna m'a bloqué partout, Instagram, Facebook, même LinkedIn, comme si j'allais essayer de réseauter avec elle après ça. Je suis allé au travail, je suis rentré chez moi, j'ai vérifié mon rapport de crédit de manière obsessionnelle, j'ai attendu. Puis, la détective Ford a appelé. Mademoiselle Carter, nous avons assez d'éléments pour poursuivre. Le procureur va engager des poursuites. Je me suis assise par terre dans ma cuisine, car mes jambes ne me portaient plus. Quelles accusations? Usurpation d'identité, fraude à la carte de crédit, fraude postale. Elle a fait rediriger certains de vos relevés à l'adresse de vos parents. Une pause. Elle risque de 5 à 15 ans de prison si elle est reconnue coupable. 15 ans, ai-je répété. C'est le maximum. En réalité, sans casier judiciaire, elle obtiendra probablement un accord de plaidoyer, probation, restitution, peut-être quelques travaux d'intérêt général. Une autre pause. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir. Quoi? Au cours de notre enquête, nous avons trouvé une autre victime, une ancienne colocataire de votre sœur, il y a environ 6 ans. Même schéma. Carte de crédit, petit prêt. Elle n'a jamais porté plainte. Le sol a basculé. Je ne suis pas la première. Non. Vous êtes juste la première à ne pas être restée silencieuse. J'ai fermé les yeux. Toutes ces années à penser que j'étais spéciale. La sœur de confiance. Celle que Brianna ne blesserait jamais. Je n'étais pas spéciale. J'étais juste la suivante sur la liste. Une comparution initiale est prévue pour jeudi prochain, a poursuivi la détective Ford. Vous recevrez une convocation en tant que témoin essentiel. Je dois témoigner. Finalement, oui. Mais la comparution initiale, c'est juste la lecture formelle des charges. Vous n'avez pas à parler. Vous devez juste être là. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Jeudi prochain. Dans 7 jours, j'allais m'asseoir dans une salle d'audience et regarder ma sœur répondre de ses actes. Je n'étais pas prête, mais j'y serais quand même. Le tribunal supérieur du comté de Maricopa était tout en angle vif et en néon. J'avais mis ma tenue la plus professionnelle, un blazer marine, un chemisier blanc, les cheveux tirés en arrière. Une armure. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Des boiseries, des bandures, le sceau de l'Arizona derrière le siège du juge. Une poignée de personnes attendant pour d'autres affaires, un sténographe judiciaire installant sa machine. J'ai pris place au 3e rang. Section des témoins, avait dit l'huissier. J'ai joint mes mains sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Brianna était déjà là, à la table des accusés. Elle avait l'air différente. Pas de maquillage, les cheveux plats, portant un cardigan gris au lieu de ses habituelles pièces de créateur. Son avocat, un homme mince aux cheveux argentés, lui murmurait quelque chose à l'oreille. Elle ne m'a pas regardé. J'ai fixé l'arrière de sa tête et j'ai attendu. Puis les portes se sont ouvertes. Je me suis retourné, m'attendant à un autre étranger, une autre affaire. C'étaient mes parents. Maman dans sa robe du dimanche, papa dans la veste de sport qu'il portait pour les mariages et les enterrements. Ils ont descendu l'allée centrale et, pendant un instant,
un instant stupide et désespéré, j'ai cru qu'ils étaient venus pour moi. Ils sont passés juste devant mon rang. Ils se sont assis juste derrière Brianna. Maman s'est penchée en avant et a pressé l'épaule de Brianna. Papa a fait un signe de tête à son avocat. Ma mère a tourné la tête. Nos regards se sont croisés. Son expression était de pierre. « Veuillez vous lever », a annoncé l'huissier. L'honorable Patricia Coleman préside. La juge est entrée, une femme noire d'une cinquantaine d'années, des lunettes perchées sur le nez, se déplaçant avec l'efficacité de quelqu'un qui avait vu un millier de cas comme celui-ci. Mais elle n'avait pas encore vu celui-là. Elle ne savait pas ce que mes parents s'apprêtaient à faire. Moi non plus. La comparution a commencé de manière routinière. Les charges ont été lues. Brianna a plaidé non coupable, sa voix faible et tremblante. La caution a été discutée. Puis son avocat s'est levé. Votre honneur, nous avons 2 témoins de moralité qui aimeraient parler au nom de l'accusé. Ses parents, Richard et Linda Carter. La juge Coleman a jeté un coup d'œil à l'accusation. Une objection? Non, votre honneur. Très bien. Madame Carter, veuillez vous présenter à la barre. Maman s'est dirigée vers la barre des témoins comme si elle s'approchait d'un autel. Elle a posé sa main sur la Bible, a juré de dire la vérité. Puis elle m'a regardé. Ma fille Brianna a fait une erreur, a-t-elle commencé. Ce n'est pas une criminelle. C'est une gentille fille qui a été dépassée par les événements. Le procureur est resté silencieux. C'était une comparution, pas un procès. Les témoignages de moralité étaient inhabituels mais pas interdits. Et Opal, a continué maman, sa voix se durcissant, Opal a toujours été jalouse de sa sœur. Elle est vindicative. Elle a toujours été rancunière. J'ai arrêté de respirer. Opal utilise cette situation pour détruire notre famille pour de l'argent. La voix de maman s'est brisée. Ma fille Brianna ne mérite pas d'avoir sa vie ruinée parce que sa sœur est amère et pleine de ressentiment. Papa a pris la barre ensuite. Son témoignage a été plus court, mais non moins dévastateur. Brianna allait rembourser, a-t-il dit. Elle nous l'a dit. Opal ne lui a jamais donné sa chance. Elle est allée directement à la police sans même nous parler d'abord. C'était un mensonge. Je leur avais parlé. J'avais supplié pour un plan de paiement. Mais je ne pouvais pas parler. Les témoins n'ont pas le droit d'interrompre. J'étais assise dans cette salle d'audience, les mots de mes parents flottant dans l'air comme du poison, et je sentais tous les regards se tourner vers moi. La fille vindicative. La destructrice de famille. La victime que personne ne croyait. Laissez-moi faire une pause ici. J'ai besoin que vous entendiez vraiment ce qui vient de se passer. Ma mère s'est tenue devant une juge, sous serment, et m'a qualifiée de vindicative pour avoir signalé un crime commis contre moi. Pour 78 000 $ que je n'ai pas dépensés. Ma propre mère. Si vous vous êtes déjà senti trahi par quelqu'un qui était censé vous protéger, vous connaissez ce sentiment. Dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été dans une situation où votre famille a choisi le mauvais camp? Je veux entendre votre histoire. Et restez avec moi, car ce que la juge a dit ensuite a tout changé. La juge Coleman était restée silencieuse pendant les témoignages de mes parents. Elle n'avait pas interrompu, n'avait pas haussé un sourcil, n'avait donné aucune indication de ce qu'elle pensait. Maintenant, alors que papa quittait la barre des témoins, elle a ajusté ses lunettes et a regardé les documents devant elle, en prenant son temps. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Monsieur et Madame Carter, a-t-elle dit enfin, veuillez rester debout. Mes parents ont échangé un regard. La main de papa a trouvé celle de maman. J'ai entendu votre témoignage. La voix de la juge Coleman était mesurée, presque conversationnelle. Vous croyez que votre fille, Brianna, a fait une erreur et mérite la clémence. Vous croyez que votre fille Opal agit par vengeance plutôt que par grief légitime? Maman a hoché la tête avec empressement. Oui, votre honneur. C'est exactement. Je n'avais pas fini. La bouche de maman s'est refermée. La juge Coleman a de nouveau baissé les yeux sur le dossier. Je pouvais voir les rapports de crédit à l'intérieur, les registres de transactions, les preuves que la détective Ford avait compilées. Je vois ici que cette carte de crédit ont été ouvertes frauduleusement, 2 prêts personnels, une dette totale d'environ 78 000 $. Elle a levé les yeux.
Tout au nom de votre fille Opel. Et tout a été tracé jusqu'à votre domicile. Brianna traversait une période difficile, a commencé maman. Je n'ai pas posé de questions, Madame Carter. Silence. La juge a posé le dossier, a enlevé ses lunettes, a croisé les mains. J'ai une question pour vous deux. Mon cœur s'est arrêté. La salle d'audience semblait rétrécir. Tout le monde regardait, les avocats, le sténographe, l'huissier, les étrangers attendant leurs propres affaires. La juge Coleman a regardé directement mes parents et a posé la question qui allait tout changer. Monsieur et Madame Carter, la voix de la juge Coleman était calme, presque douce, comme un médecin sur le point de donner un diagnostic. Si vous croyez que votre fille Opel est vindicative de signaler ce crime, si vous croyez qu'elle aurait dû gérer cela en privé, au sein de la famille, je dois vous demander quelque chose. La salle d'audience retenait son souffle. À un moment quelconque au cours des 4 dernières semaines, l'un de vous a-t-il proposé de rembourser la dette de 78 000 $ que votre fille Brianna a créée au nom d'Opel? La question flottait dans l'air comme une lame. Maman a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Papa fixait le sol. 5 secondes ont passé. 10, 15. La juge Coleman attendait. Nour a commencé maman, puis s'est arrêtée. Ses mains tremblaient. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Je n'ai pas demandé si vous aviez l'argent. J'ai demandé si vous aviez proposé. Silence. Avez-vous proposé un plan de paiement? Avez-vous proposé de co-signer un prêt? Avez-vous proposé quoi que ce soit pour aider votre fille Opel? Celle dont le crédit a été détruit, dont l'avenir a été volé, dont l'identité a été utilisée sans son consentement? Rien. Lui avez-vous même demandé comment elle allait? Le visage de maman s'est décomposé. La façade polie s'est brisée. Des larmes, de vraies larmes cette fois, pas le genre de larmes théâtrales qu'elle avait apprises à Brianna, coulaient sur ses joues. Papa ne levait toujours pas les yeux. Votre silence est noté. La juge Coleman a remis ses lunettes. Vous avez demandé à cette cour de faire preuve de pitié envers la fille qui a commis une fraude. Mais je ne vois aucune preuve, aucune, que l'un de vous ait fait preuve de pitié envers la fille qui en est devenue la victime. J'étais assise dans cette salle d'audience, entourée d'étrangers, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, de la validation. Quelqu'un voyait enfin la vérité. Maman sanglotait maintenant. Pas les larmes douces et compatissantes qu'elle avait produites en réconfortant Brianna. C'était laid, brut. Le son de quelqu'un dont le masque venait d'être arraché. Je voulais juste garder ma famille unie, a-t-elle étouffé. L'expression de la juge Coleman n'a pas changé. Madame Carter, une famille n'est pas maintenue par le sacrifice d'un membre pour les crimes d'un autre. Elle est maintenue par la responsabilité, l'honnêteté et un traitement équitable. Elle s'est tournée vers Brianna. Ma sœur n'avait pas bougé depuis que la question avait été posée. Elle était assise, figée à la table des accusés, la main de son avocat sur son bras, regardant droit devant elle comme si elle voyait son avenir s'effondrer en temps réel. Mademoiselle Brianna Carter, vous avez plaidé non coupable. Cependant, les preuves présentées à cette cour sont substantielles. Des demandes de cartes de crédit tracées jusqu'à votre résidence. Des registres de transactions correspondant à votre activité sur les réseaux sociaux. Des messages textes demandant des informations personnelles sensibles à la victime. L'avocat de Brianna a commencé à parler. La juge Coleman a levé la main. Je fixe la date de ce procès. Mademoiselle Carter restera en liberté sous caution aux conditions suivantes, aucun contact avec la victime, des visites obligatoires chez un agent de probation, et la remise de son passeport. Elle a regardé Brianna directement. Mademoiselle Carter, je vous suggère fortement de consulter votre avocat sur les avantages d'un accord de plaidoyer. Les preuves contre vous sont convaincantes. Le marteau est tombé. Cette cour se réunira de nouveau dans 6 semaines. Alors que l'huissier appelait l'affaire suivante, Brianna s'est finalement retournée. Elle m'a regardé, non pas avec remords, non pas avec honte. Avec de la haine. Une haine pure et sans mélange. Et j'ai réalisé quelque chose. Ma sœur n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait. Elle était désolée de s'être fait prendre. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de pleurer la relation que nous avions, parce que cette relation n'avait jamais vraiment existé. 6 semaines plus tard, Brianna a accepté l'accord de plaidoyer. Je n'étais pas là pour la sentence.
Mon avocat a dit que ce n'était pas nécessaire, mais la détective Ford m'a appelé après pour me donner les détails. Elle a plaidé coupable d'usurpation d'identité et de fraude à la carte de crédit, a dit Ford. L'accusation de fraude postale a été abandonnée dans le cadre de l'accord. Quelle est sa peine? 2 ans avec sursis, 5 ans de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général. Une pause. Et une restitution complète à votre égard. 78 000 $ plus les intérêts. Elle effectuera des paiements mensuels jusqu'à ce que tout soit remboursé. J'ai fait le calcul dans ma tête. À son niveau de revenu, cela prendrait au moins 10 ans, peut-être plus. Quoi d'autre? Une ordonnance de non-contact. Elle ne peut pas vous approcher, vous appeler, vous envoyer un email, ou vous contacter par des tiers. Si elle viole sa probation, manque un paiement, ne se présente pas à un contrôle, n'importe quoi. Elle ira en prison pour purger les 2 années complètes. Et son casier? Condamnation pour crime. Ça apparaîtra sur toutes les vérifications d'antécédents pour le reste de sa vie. J'étais assise dans mon appartement, le téléphone collé à l'oreille, essayant de ressentir quelque chose. Le triomphe, peut-être. Le soulagement. La justice. Ce que je ressentais, c'était de l'épuisement. Mademoiselle Carter, vous êtes toujours là. Oui, je suis là. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je sais que ça ne semble pas être le cas, mais vous l'avez fait. Est-ce que ça devient plus facile? Savoir que vous avez envoyé votre propre sœur en. J'ai arrêté. Savoir que vous avez dénoncé votre propre famille. Vous ne l'avez envoyé nulle part. Ce sont ces choix qui l'ont fait. La voix de la détective Ford s'est adoucie. Prenez soin de vous, mademoiselle Carter. Vous l'avez mérité. Elle a raccroché. J'ai regardé autour de moi dans mon petit studio. Les mêmes 400 pieds carrés de moquette beige, la même fenêtre donnant sur le parking. Mais quelque chose était différent maintenant. J'étais différente. 3 jours après la condamnation, papa a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose, la curiosité peut-être, ou cet espoir tenace que je n'arrivais pas à tuer, m'a fait décrocher. Opal. Sa voix était fatiguée, plus vieille que dans mon souvenir. On peut parler? Juste nous deux. Sans ta mère. Nous nous sommes retrouvés dans un café à mi-chemin entre nos maisons. Territoire neutre. Il paraissait plus petit en personne, dégonflé, comme si on lui avait enlevé tout son air. Je ne suis pas ici pour m'excuser au nom de ta mère, a-t-il dit, fixant son café intact. Elle n'est pas prête pour ça. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Alors pourquoi es-tu ici? Il m'a enfin regardé. Parce que j'aurais dû dire quelque chose. À la maison, au tribunal. Il a dégluti. Je savais que c'était mal. Ce que Brianna a fait, ce que nous te demandions d'accepter. C'est juste que. Je ne savais pas comment réparer les choses. Tu n'avais pas à réparer les choses, papa. Tu avais juste à te tenir à mes côtés. Silence. Je sais. Sa voix s'est brisée. Je le sais maintenant. Nous sommes restés assis là pendant 1 heure. Il ne s'est pas excusé complètement, pas de la manière dont j'en avais besoin, mais il a reconnu ce qui s'était passé. Il a admis qu'il m'avait abandonné. Ce n'était pas suffisant, mais c'était quelque chose. J'ai fixé mes limites avant de partir. Je ne serai présente à aucun événement familial où Brianna sera. Tu peux m'appeler, mais nous ne discuterons pas d'elle. Et maman pourra me contacter quand elle sera prête à avoir une vraie conversation, pas une où elle défend Brianna ou me blâme. Opal. Ce sont mes conditions, papa. À prendre ou à laisser. Il a hoché la tête lentement. D'accord. D'accord, je peux faire ça. Je suis rentré seul en voiture. Une relation sauvable, une incertaine, une morte. Il faudrait que ce soit assez. 6 mois après le procès, j'ai reçu mon premier chèque de restitution, 472 $. Une fraction de ce que Brianna me devait. Mais c'était quelque chose. La preuve que les conséquences existaient, que les actes avaient un poids. Je l'ai déposé sur mon compte épargne et j'ai regardé le chiffre augmenter. Ma cote de crédit était passée de 412 à 580. Pas encore génial, mais en amélioration. Chaque mois, les comptes frauduleux étaient supprimés. Chaque mois,
je récupérais une partie de moi-même. Au travail, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma patronne m'a appelé dans son bureau. Je pensais avoir des ennuis, mais au lieu de cela, elle m'a offert une promotion. J'ai entendu parler de ce que vous avez traversé, a-t-elle dit. Pas les détails, juste les grandes lignes. Il faut beaucoup d'intégrité pour poursuivre quelque chose comme ça quand la famille est impliquée. Ce n'était pas une question d'intégrité. C'était une question de survie. C'est parfois la même chose. J'ai eu une augmentation, un nouveau titre, un bureau avec une fenêtre. Petit, mais à moi. L'appartement avec le balcon était parti depuis longtemps, mais j'en ai trouvé un autre. Signature dans 8 mois. L'apport était presque prêt. Je vivais toujours dans mon studio, je suivais toujours chaque dollar. Mais ce suivi semblait différent maintenant. Moins comme de la survie, plus comme une construction. Moins comme une dissimulation, plus comme une croissance. J'allais en thérapie toutes les 2 semaines. Un groupe de soutien pour les victimes d'usurpation d'identité une fois par mois. Il s'avère que nous sommes nombreux. Il s'avère que les membres de la famille sont les auteurs les plus courants. Je n'étais pas seul. Je n'avais jamais été seul. Je ne savais juste pas où chercher. Un soir, j'étais dans ma cuisine en train de me préparer à dîner et j'ai réalisé que je fredonnais. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que je l'avais fait. La guérison n'est pas une ligne droite. Mais j'étais enfin en train de la parcourir. Les gens me demandent si je le regrette. D'avoir porté plainte, d'avoir perdu ma famille, d'avoir vu ma mère pleurer dans une salle d'audience et de ne ressentir que de la justification. La réponse honnête est, parfois. Certains soirs, j'attrape encore mon téléphone pour envoyer un texto stupide à Brianna. Un mème, un souvenir, une question que seule elle comprendrait. Puis je me souviens, et l'absence me frappe à nouveau. La sœur que je pensais avoir me manque. Les dîners du dimanche où je me sentais faire partie de quelque chose me manquent. Le fantasme d'une famille qui me mettait en premier me manque, même si ce fantasme n'a jamais été réel. Mais je ne regrette pas de m'être choisi. Pendant 27 ans, j'ai été la facile. Celle qui n'avait besoin de rien. Celle qui gérait les choses pour que tout le monde puisse s'effondrer. Cette opale-là n'existe plus. L'opale que je suis maintenant a des limites. Des limites claires et non négociables. Je ne partage d'informations personnelles avec personne, famille ou autre, sans raison. Je n'accepte pas les culpabilisations comme des arguments. Je ne sacrifie pas mon bien-être pour que d'autres puissent éviter l'inconfort. Et je ne confonds pas l'amour avec la tolérance pour les mauvais traitements. Ma mère a dit que j'avais détruit notre famille. Peut-être qu'elle a raison. Mais voici ce que j'ai appris. Si une famille ne reste unie que lorsqu'une personne accepte d'être détruite, alors ce n'était jamais vraiment une famille. C'était un système. Et j'en étais le mur porteur. Au moment où j'ai arrêté de porter le poids, tout s'est effondré. Mais ce n'est pas ma faute. C'est juste de la physique. Alors, si vous regardez ceci et que vous avez déjà eu à choisir entre préserver la paix et préserver votre amour-propre, je veux entendre votre histoire. Laissez-la dans les commentaires. Nous sommes tous dans le même bateau. Et souvenez-vous, vous avez le droit d'arrêter d'être la personne facile. Avant de partir, je veux partager quelque chose que j'ai appris en thérapie. Ma thérapeute m'a demandé un jour pourquoi je pensais que Brianna avait fait ce qu'elle a fait. J'ai dit qu'elle était égoïste, avide, une mauvaise personne. Elle a secoué la tête. Votre sœur n'est pas mauvaise. Elle est brisée d'une manière spécifique. Voici ce que j'ai fini par comprendre. Brianna était l'enfant prodige qui n'a jamais développé sa propre identité. Nos parents l'ont tellement protégée qu'elle n'a jamais appris à gérer l'échec, la déception ou la responsabilité. Quand la vie est devenue difficile, elle n'avait pas de mécanisme d'adaptation. Elle avait le shopping. Elle avait le déni. Elle m'avait, moi. Elle a utilisé mon identité parce qu'elle n'en avait pas une à elle. Cela ne rend pas son acte acceptable. Cela ne le rend pas pardonnable. Mais cela le rend compréhensible. Et moi? J'étais l'enfant invisible. Celle qui a appris très tôt que mes besoins ne comptaient pas. Que demander de l'aide était inutile. Que l'indépendance était le prix de la survie. J'ai donné à Brianna mon numéro de sécurité sociale parce que je n'ai jamais appris que j'avais le droit de dire non. Même à la famille. Surtout à la famille. Alors,
voici ce que je veux que vous reteniez de mon histoire. Premièrement, la confiance se gagne, elle n'est pas automatique. Le sang n'est pas synonyme de sécurité. Deuxièmement, les gens qui vous traitent de dramatique pour avoir fixé des limites sont généralement ceux qui profitent du fait que vous n'en ayez aucune. Troisièmement, se protéger n'est pas une trahison. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Vous avez le droit de refuser d'être utilisé. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous éloigner des gens qui ne vous voient que comme une ressource. Même si ces gens vous ont élevé. Même si ces gens partagent votre sang. Même si ces gens appellent ça de l'amour. Voilà mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si une partie de celle-ci a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille ou si vous avez dû faire un choix impossible entre la paix et l'amour-propre, je vous comprends. S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous et consultez la description pour des vidéos connexes. Prenez soin de vous. Vous le méritez.